Je m'appelle Philippe Robin, je suis médecin nucléaire au centre hospitalier universitaire de Brest et c'est un plaisir de venir ici pour vous parler un peu de TEP au ligand du PSMA et puis de notre petite expérience maintenant dans le domaine. J'avais pas vu les présentations des autres non plus, donc il y aura quelques redites, mais bon, la pédagogie c'est l'art de la répétition, donc comme ça il y a des choses qui vont peut-être un peu plus marquer les esprits, et on va s'atteler à vous décrire les protocoles de réalisation des examens TEP-PSMA avec les différents ligands qui existent. On va parler de PSMA au gallium, PSMA au fluor 18, et chaque ligand a des caractéristiques qui sont propres et donc des protocoles d'acquisition qui sont propres. Et on finira par les aspects plus réglementaires, d'une part en métropole et après des spécificités plus ici en Polynésie. Donc un petit peu de redite, hein, le PSMA ou antigène membranaire spécifique de la prostate. Je ne reviens pas forcément trop dessus, hein, une glycoprotéine transmembranaire avec un large domaine extracellulaire, et finalement son intérêt c'est d'être surexprimé de façon prépondérante dans les cancers de la prostate par rapport au tissu prostatique qui est sain, avec une surexpression de 100 voire à 1000 fois plus d'expression de PSMA dans les cellules tumorales par rapport au tissu sain. De nombreuses possibilités de ciblage du domaine extracellulaire. Donc je vais revenir là-dessus juste après. Avec ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on parle de TEP au PSMA, mais finalement, c'est des TEP au ligand du PSMA. On va aller administrer un radiopharmaceutique qui va cibler cet antigène membranaire spécifique de la prostate, et ces ligands du PSMA, il y en a beaucoup. Hein. Donc le schéma, de façon assez volontaire et pas forcément lisible, mais c'est pour vous montrer tous les traceurs qui existent. Donc on va avoir en bas à gauche le PSMA 11, ici le DCF-PIL ou le marqué au fluor 18, un autre, le PSMA 1007 marqué au fluor 18, le PSMA 617. On va avoir d'autres encore ligands du PSMA, le PSMA INP, et encore d'autres ligands du PSMA, des radios PSMA. Donc ils ont une caractéristique en commune, c'est qu'ils ont ce domaine qui va être spécifique et justement aller cibler l'antigène membranaire spécifique de la prostate et notamment le domaine extracellulaire plus particulièrement. Donc les ligands du PSMA, différents types, marqués au fluor, marqués au gallium. Ils sont listés ici, hein, mais de façon non exhaustive, et comme je vous l'ai déjà dit, chaque ligand, bien qu'ils aient des biodistributions qui soient assez similaires et des performances assez similaires, notamment dans les méta-analyses, ils ont quand même des caractéristiques qui leur sont propres, amenant à des acquisitions qui vont être spécifiques. Donc, sur le protocole d'acquisition, pour les traceurs galliers d'une part, il y a des recommandations qui ont été publiées il y a déjà quelques années dans le journal européen de médecine nucléaire, en collaboration entre l'EANM et la Société américaine de médecine nucléaire. Si on les reprend, on commence par prémédiquer le patient, ou bien dire au patient de s'hydrater avant l'examen. L'intérêt de l'hydratation ou d'administration de furosémide avant de faire l'acquisition des images, ça va justement permettre de diluer un petit peu le radiopharmaceutique au niveau vésical et diminuer l'intensité de fixation vésicale, permettant de mieux identifier les lésions prostatiques qui se situent finalement juste sous la vessie. Et en l'absence justement de cette diminution de l'intensité de fixation vésicale, on va avoir parfois une confusion avec ici par exemple sur l'image supérieure la lésion tumorale qui va être difficilement individualisable de l'élimination urinaire du radiopharmaceutique, alors que quand on administre
du furosémide. La fixation vésicale est beaucoup moins intense avec une lésion prostatique qui va être plus facilement identifiable. Les autres paramètres à prendre en compte, c'est l'activité injectée. L'activité injectée est bien codifiée, c'est entre 1,8 et 2,2 mégabecquerels par kilo, donc environ 2 mégabecquerels par kilo. La durée entre le moment où on va faire l'injection du radiopharmaceutique et lancer l'acquisition est à peu près de 1 heure, donc avec un temps acceptable entre 50 et 100 minutes. En général, c'est 1 heure de façon assez simple, comme pour le LDG. Et les acquisitions classiques, bras levé ou bras le long du corps, maintenant on fait de plus en plus des acquisitions le bras le long du corps, les bras ne gênent plus trop au niveau de l'atténuation. Et au terme de ces recommandations, il y a une petite phrase en plus qui nous dit que si on a des lésions indéterminées à 1 heure, c'est-à-dire des lésions qu'on ne peut pas caractériser, 1 heure après l'injection du radiopharmaceutique, une acquisition tardive, 3 heures après l'injection, peut permettre de mieux caractériser les lésions et mieux identifier ces lésions qui peuvent présenter une faible expression du PSMA. Donc ça a été montré dans des études, et on voit justement sur la courbe en bas à droite que finalement la captation des ligands du PSMA va croître jusqu'à 3-4 heures pour ensuite diminuer. Et ces papiers nous disent que le fait de faire cette acquisition 3 heures après l'injection peut permettre d'améliorer et de mieux caractériser des lésions qui pourraient être indéterminées sur les acquisitions plus précoces à 1 heure, avec une augmentation notamment du contraste signal sur bruit et du SUV max des lésions tumorales par rapport aux lésions saines. Ici, un petit exemple d'un patient qui a été fait chez nous dans le cadre d'une étude où on s'intéresse à la TEP dans le bilan d'extension des cancers de la prostate. Et c'est un patient de 60 ans, CT3, ISUP2, PSA à plus de 200 et un score de Briganti à 79%. Sur l'acquisition tardive, 3 heures après l'injection, vous voyez au niveau du pelvis une fixation assez intense d'une formation ganglionnaire iliaque interne droite, ici, avec finalement, rétrospectivement, quand on reprend les images précoces 1 heure après l'injection, on avait cette formation ganglionnaire, mais sans surexpression et sans fixation intense au niveau ganglionnaire. Et il s'est avéré que ce patient a été opéré, il a eu un curage ganglionnaire et l'analyse histopathologique a confirmé la présence d'une métastase ganglionnaire dans le curage iliobturateur droit qui correspondrait vraisemblablement à cette lésion ganglionnaire. Donc potentiellement un intérêt de faire ces acquisitions tardives, mais ça reste encore à être démontré dans des études. Sur les biodistributions physiologiques du PSMA11, on les a listés tout à l'heure. Je voulais juste faire un parallèle sur cette diapositive avec la F-choline. Donc le gallium PSMA11 va être sur la gauche avec un raccordement des reins, si je puis dire, par le bas, comme dans le mot PSMA, ça va raccorder les reins par le bas, c'est lié à la fixation au niveau du duodénum, alors qu'au niveau de la choline, on a une fixation qui va être pancréatique, et on va avoir plutôt un raccordement des reins par le haut, donc le haut de la choline et le bas du PSMA. Donc c'est ça qui permet d'essayer de bien les différencier, parce que finalement les fixations sont à peu près similaires, notamment au niveau des glandes salivaires, et peut-être parfois un peu moins intenses. Donc comme je vous l'ai dit au début de la présentation, beaucoup de ligands du PSMA avec, comme on vous l'a déjà dit aussi, des éliminations qui vont être un petit peu différentes, à prédominance rénale pour tous les ligands du PSMA sur la partie de gauche et à prédominance hépatique, notamment pour le PSMA 1007 qui est sur la droite, avec justement des fixations différentes entre ces ligands du PSMA.
Donc si on s'intéresse maintenant à décrire les autres ligands du PSMA, le PSMA marqué au fluor 18, on va avoir des paramètres d'acquisition qui vont être légèrement différents. Celui qui est disponible en France et qui a une autorisation de mise sur le marché, c'est le PSMA 1007 avec son petit nom, le Radelumin. Vous voyez que la posologie, l'activité injectée est plus importante, 3 à 4 mégabécrels par kilo versus 2 pour les traceurs Gallier, comme on l'a vu tout à l'heure. Le délai entre le moment où on va faire l'injection du radiopharmaceutique et où on va lancer l'acquisition est également différent, un délai plus long avec un range entre 90 et 120 minutes, soit à peu près 2 heures après l'injection du radiopharmaceutique. La contrainte qu'on a en France, c'est les livraisons qui sont uniquement le vendredi après-midi, donc qui limite un petit peu son utilisation. Nous, on habite à Brest. Brest, c'est pas comme vous, mais c'est quand même assez loin aussi de Paris, où les produits sont synthétisés. Donc, on pourrait avoir le radiopharmaceutique disponible vers 17-18 heures le vendredi après-midi, sachant qu'il faut attendre 120 minutes entre le moment où on va faire l'injection et on va faire l'acquisition des images. Donc, une fin vers 20 heures si tout se passe bien, plutôt 21 heures. Donc vous comprenez bien qu'en pratique, on ne l'utilise pas et on se concentre sur les traceurs Gallier. Donc ça va certainement évoluer au cours du temps, mais c'est quand même une contrainte non négligeable pour les hôpitaux qui ne sont pas uniquement à proximité des sites de production. En ce qui concerne le PSMA 1007, une de ses caractéristiques aussi, c'est son excrétion urinaire qui est censée être plus faible, c'est-à-dire qu'on va avoir une élimination vésicale, une fixation vésicale moins importante qui permet d'améliorer la détection des lésions tumorales au niveau prostatique. Donc ça peut améliorer à la fois le staging et améliorer la détection des sites de récidive dans le cadre de la récidive. Et comme on vous l'a déjà dit aussi, l'un de ses inconvénients, c'est qu'avec le PSMA 1007, il a été montré qu'il y avait plus de fixations osseuses qui s'avéraient des fixations en fait bénignes avec le PSMA 1007 par rapport au PSMA 11, avec ici une étude publiée dans le journal Nuclear Medicine en 2020 qui montrait que finalement les lésions tumorales, c'est les petits chiffres en bleu, elles étaient identiques entre les deux traceurs, donc on arrivait bien à identifier les lésions tumorales. En revanche, des lésions bénignes étaient nettement plus importantes avec le PSMA 1007 par rapport au PSMA 11 Gallier. D'où une certaine courbe d'apprentissage, de lecture de ces PSMA 1007, avec notamment des fixations costales qui vont être assez relativement fréquentes, et ne pas prendre une fixation costale sur un ancien traumatisme, une fracture peut-être passée inaperçue, pour une localisation osseuse secondaire qui va drastiquement changer la prise en charge du patient. Donc courbe d'apprentissage avec des lecteurs plus entraînés et expérimentés avec ce PSMA 1007. L'autre traceur qui va être disponible prochainement et qui est déjà disponible aux États-Unis, qui a eu les autorisations de la FDA récemment, c'est le DCF-PIL, marqué au fluor 18, ou le Pylarify, son petit nom, Piflufolasta. Son nom spécifique assez compliqué est listé ici, si vous voulez le noter, c'est le moment. Et là, une étude qui nous montre la biodistribution du radiopharmaceutique avec une fixation qui finalement montre qu'il y a une accumulation de radiotraceurs au fil du temps au niveau des tissus. L'activité injectée à peu près 330 mégabécrels avec une activité autorisée entre 296 et 370. L'acquisition entre 60 et 90 minutes après injection. Donc peut-être un petit peu plus rapide qu'avec le PSMA 1007, mais dans l'étude Python qui a permis de comparer ce DCF-PIL avec la F-choline, les examens étaient réalisés 120 minutes après l'injection. Donc
Globalement, on retient que les traceurs fluorés, il y a une acquisition plus tardive qu'avec les traceurs galliers. Des fixations au niveau des plexus et des racines nerveuses, une fixation trachéale qui va être un peu plus marquée, et il n'y a pas d'utilisation de ce ligand dans les approches théranostiques comme on le verra demain. Donc en gros, en synthèse, voici un petit peu les différences entre les traceurs galliers sur la gauche et les traceurs fluorés, avec une activité plus importante en général pour les traceurs fluorés par rapport aux traceurs galliers, le délai entre l'injection et l'acquisition plus court pour le PSMA gallier par rapport au PSMA fluoré, avec la possibilité d'acquisition tardive pour les PSMA galliers par rapport au PSMA fluoré. Si on s'intéresse maintenant aux aspects réglementaires, je vais rester simple. Moi, je me suis juste concentré sur comment est-ce que ces radiopharmaceutiques sont disponibles en France et sous quel type d'autorisation on a. Donc juste un petit mot sur la réforme des autorisations. Il y a eu en juillet 2021 une réforme avec finalement actuellement 2 régimes d'autorisation qui remplaçaient les 6 régimes d'autorisation existants. Donc auparavant, on parlait d'ATU nominative pour autorisation temporaire d'utilisation, RTU pour recommandation temporaire d'utilisation. Ces deux autorisations ont été remplacées par le terme d'accès compassionnel, et on va parler notamment pour les ATU de cohorte ou les autres formes d'ATU, de post-ATU, d'accès précoce. Donc c'est ça la vraie réforme qu'il y a eu en 2021, avec les ATU nominatives, on parle maintenant d'accès compassionnel, et les ATU de cohorte, on parle d'accès précoce, avec toujours des validations de ces autorisations par l'Agence nationale de sécurité du médicament pour les accès compassionnels. C'est eux qui ont leur mot à dire et qui valident les autorisations et la délivrance des autorisations ou non. Et pour les accès précoces, l'HAS qui valide sur avis de l'ANSM. Donc je ne m'étends pas trop plus sur ces autorisations et aller directement dans les aspects plus pratiques, savoir comment est-ce que le PSMA 11 marqué au gallium est disponible. Donc en France, c'est disponible sous forme d'autorisation d'accès compassionnel. C'est 2021, c'est pas 2022, je viens de m'en rendre compte. Donc ça remplace juste les ATU nominatives. Donc, finalement, on avait les ATU nominatives avant, c'est passé en autorisation d'accès compassionnel, mais finalement, dans les faits, ça ne change rien sur les modalités des demandes à réaliser. Les indications pour pouvoir permettre d'obtenir cette autorisation d'accès compassionnel, il y a 2 indications avec des critères d'octroi bien spécifiques qu'on doit respecter. Si les patients ne rentrent pas dans ces critères d'octroi, il n'y a pas de possibilité de demande d'autorisation d'accès compassionnel selon les critères d'octroi en tout cas. Donc c'est des patients en récidive biologique d'un cancer de la prostate, traités initialement de façon radicale, avec réaugmentation du PSA, et pour lesquels les examens cliniques, biologiques et d'imagerie comportant obligatoirement une TEP à la choline, c'est bien marqué obligatoirement une TEP à la choline ou à la flucyclovine, en France c'est plutôt la fluorocholine, sont discordants ou tous négatifs et ne permettent pas de conclure sur la prise en charge du patient. Donc en gros, il faut que le patient soit en récidive biologique selon la définition de la récidive biologique, qu'il ait une TEP à la fluorocholine auparavant. Il faut que cette TEP soit en général négative pour pouvoir ensuite nous faire la demande d'autorisation, d'accès compassionnel, et pour que le patient puisse bénéficier de l'examen. Si le patient ne rentre pas dans ce cadre, on ne pourra pas faire la demande selon les critères d'octroi de l'accès compassionnel. L'autre indication, c'est dans le cadre du bilan
avant une radiothérapie interne vectorisée, on en parlera demain, pour justement valider le ciblage du médicament radiopharmaceutique marqué au lutécium, savoir si les cellules tumorales expriment la cible ou non. Et donc c'est avant radiothérapie interne vectorisée, pour confirmer la surexpression du PSMA par les diverses lésions considérées comme cancéreuses, mais dont l'extension a été évaluée grâce à d'autres examens, dont obligatoirement une TEP à la fluorocholine. Donc pareil, même cas, les patients, il faut qu'ils aient obligatoirement, comme on l'a marqué, obligatoirement une TEP à la fluorocholine avant qu'on puisse faire l'examen. Donc que ce soit en récidive biologique ou avant radiothérapie interne vectorisée, c'est obligatoire. Sur un plan pratique, on fait une demande en ligne. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous savez peut-être comment ça fonctionne, mais on va sur un site de l'Agence nationale de sécurité du médicament, on entre notre carte de professionnel de santé, nos identifiants, on est référencé avec notre hôpital où on exerce. La PUI est également dispensatrice. On rentre le nom, le prénom du patient, qui est pseudo-anonymisé, 3 initiales du nom, 2 du prénom, la date de naissance, le poids du patient. On demande le médicament en question, la posologie, et surtout on coche de savoir si effectivement le patient correspond bien aux critères d'octroi qui, si on ne le savait pas ou ne le savait plus, sont reprécisés sur le site de la demande. Et ensuite, on valide, on envoie ça, et c'est validé par le radiopharmacien du service aussi, pour justement transmettre cette demande d'accès compassionnel à l'ANSM. En France, voici à peu près les centres qui disposent d'un générateur de gallium. Voilà, chaque petit point représente une ville. Il peut y avoir plusieurs hôpitaux dans la même ville équipés d'un générateur, mais voilà un petit peu la cartographie des sites en France qui disposent d'un générateur de gallium pour pouvoir permettre de faire la synthèse du PSMA marqué au gallium 68. Pareil, comme on vous l'a dit sur la diapositive, sur la présentation précédente, et on vous l'a très bien expliqué, 2 façons de pouvoir faire les radiopharmaceutiques marqués au gallium 68, soit via un module de synthèse qui nécessite la rédaction, comme on vous l'a dit, d'un dossier de médicament expérimental qui est relativement lourd à mettre en place, des équipements qui vont être nécessaires, que ce soit les enceintes, haute énergie, de la classe qui correspond, un module de synthèse, des mises en place de cassettes, la préparation et la mise en place des réactifs comme on les a spécifiés précédemment. Donc on voit ici notre module de synthèse qui est positionné dans l'enceinte, avec des choses assez techniques et qu'il faut être compétent, donc qui nécessite un certain apprentissage pour les radiopharmaciens, avec des paramètres à maîtriser, des paramètres de pH, des paramètres de température, un temps de synthèse qu'on a dit d'environ 20 minutes, avec la synthèse qu'on peut vérifier en temps réel et savoir à quel moment de la synthèse on se situe au niveau du module. Et ensuite, les contrôles de qualité, comme on vous l'a dit, avec la pureté radiochimique, l'identification du radionucléide, le dosage des endotoxines, pour ensuite pouvoir libérer et dispenser les seringues. Donc c'est un temps certain pour les radiopharmaciens, avec effectivement entre guillemets un rendement, c'est-à-dire un nombre de patients qu'on peut faire par synthèse qui est de à peu près 2, peut-être 3 si les patients sont de faible corpulence, mais voilà, 2 à 3 patients maximum par synthèse en fonction de la corpulence et si le générateur est neuf. Donc ça, je vous l'ai dit, les investissements locaux en équipement, les investissements en personnel, avec l'avantage, c'est qu'il y a quand même une flexibilité des synthèses. On peut faire un petit peu quand on veut nos synthèses, et si on a des urgences, comme on l'a dit, un examen à faire rapidement, on peut le réaliser avec ce module de synthèse sans avoir besoin de passer par la commande auprès de l'industriel.
L'autre moyen de pouvoir synthétiser ces traceurs marqués au gallium-68, ça va être la mise à disposition de ce qu'on appelle de kits froids pour non radioactifs qui vont être quasiment prêtes à l'emploi. Il y a deux marques actuellement sur le marché, une de Telix, Illuccix, et l'autre Locamet de Novartis, qui ont pour les deux obtenu l'autorisation de la FDA aux États-Unis pour leur utilisation à la fois dans le bilan d'extension et dans la récidive biologique, donc décembre 21, mars 2022, donc c'est quelque chose de relativement récent. Nous en France, il y a le Locamet qui devrait avoir l'autorisation et l'AMM prochainement, mais pour l'instant on n'a pas la date et surtout les détails de comment sera mentionné cette place et notamment l'intitulé de l'AMM avec la question de la F-choline ou pas, comme on l'a déjà dit. Donc là, c'est la préparation via un type de générateur avec un chauffage qui va être un petit peu plus faible qu'avec les traceurs in situ, avec la synthèse in situ. Et voilà comment ça se dispose pour les traceurs de chez Telix, avec 3 flacons, un avec le PSMA à proprement parler, un flacon avec les solutions tampons et un flacon qui nous permet justement de recueillir le radiopharmaceutique qui aura été synthétisé. Donc comme je vous le disais, pour le Locamet, l'avis final de l'Agence européenne et l'AMM sont attendus pour la fin d'année 2022, normalement. Donc ce tableau résume un petit peu les différences et les avantages, inconvénients de chaque façon de synthétiser, les modules de synthèse d'un côté par rapport au kit de synthèse de l'autre. Vous voyez qu'il y a des différences, notamment au niveau des temps de synthèse, plus courts avec les kits que par rapport aux modules de synthèse. Pour les kits, tout est fourni dans les flacons, alors que pour le module de synthèse, il va falloir aussi également acheter les cassettes, tous les réactifs qui nous permettent de faire la synthèse des radiopharmaceutiques. Il y a besoin d'un module de synthèse via le module de synthèse, alors qu'il n'y a pas besoin de ce module pour les kits, ça va de soi. Pour les deux, il faut quand même une formation du personnel pour ces synthèses, donc il n'y a pas de changement par rapport à ça. Donc ça, c'était pour les traceurs Gallier, donc module de synthèse ou kit. Pour les traceurs fluorés, le seul qui est disponible en France, c'est le PSMA 1007, disponible sous la forme d'accès précoce, donc le petit nom radélumin comme on l'a déjà vu tout à l'heure. L'indication, c'est les patients en récidive biologique d'un cancer de la prostate, traités initialement de façon radicale avec réaugmentation du PSA. Ça, il n'y a pas de changement. Il est approuvé par la FDA aux États-Unis depuis 2021, sous son petit nom le Pylarify. Et les résultats de l'étude Python qui compare le DCF-PIL à la choline ont été présentés au Congrès européen et on reviendra peut-être certainement sur ces résultats par la suite. En tout cas, en France, pour le moment, le DCF-PIL, il n'est pas accessible à l'heure actuelle. La différence par rapport entre le PSMA 1007 et DCF-PIL, on va avoir des coûts d'investissement pour les services qui vont être plus faibles. Il n'y a pas besoin de module de synthèse, pas de besoin de réactifs, etc. C'est un radiopharmaceutique qui est prêt à l'emploi. Le seul facteur limitant, comme je vous l'ai dit, notamment pour le PSMA 1007, c'est l'accessibilité des centres. Il faut qu'il soit quand même proche du cyclotron si on ne veut pas faire des examens jusqu'à 20h le vendredi soir. Et quid des problèmes de production? S'il n'y a pas de production, pas moyen de faire la synthèse 2-3 heures plus tard comme on peut le faire avec les traceurs marqués au gallium 68.
Donc, en synthèse, ce qu'on peut dire sur les traceurs Gallier d'un côté, les traceurs fluorés de l'autre, la réglementation accès compassionnel pour le PSMA 11, accès précoce pour le PSMA 1007, uniquement pour le moment, et synthèse in situ via les modules de synthèse ou les kits froids. Et les autres, c'est produits de cyclotron avec la contrainte de la livraison uniquement le vendredi après-midi.